Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuelle Matras-Ringuedo de l'Institut français de Suède et nous sommes ravis de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour cette nouvelle édition de la Journée de la francophonie, placée cette année sous le signe du développement durable. Cette journée est organisée en partenariat avec les ambassades francophones de Suède et la Folkuniversitet. Nous en profitons pour remercier nos partenaires et pour vous présenter cette journée qui se déroulera en 3 temps. Une séquence d'ouverture, une séquence de remise du prix des jeunes ambassadeurs et ambassadrices francophones de Suède pour le développement durable, et enfin une séquence de conférences sur les liens entre santé et biodiversité, et tout cela en français. Nous allons ouvrir cette journée avec 2 invités d'honneur. Son Excellence Monsieur Hugo Brouwers, ambassadeur de Belgique en Suède, et Madame Cecilia Palm, secrétaire générale de la Folkuniversitet. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci bien, chers amis de la francophonie, chers collègues et invités, mesdames et messieurs. Je vous remercie vivement pour l'offre de passer quelques mots d'accueil à l'occasion de la journée et du mois de la francophonie. J'ai compris que, dans les circonstances que nous vivons, c'est bien la première fois que cet événement se tient en digital. Il faudrait probablement s'y habituer. Exprimons notre gratitude à la Volksuniversiteit pour l'hospitalité offerte. Surtout lors de la pandémie Covid-19, il est important de continuer la belle tradition du mois de la francophonie ici à Stockholm. On regrette tous que le buffet francophone ne peut pas se tenir cette année-ci, mais notre comité exécutif et l'ensemble des volontaires nous ont quand même préparé, je dirais, un menu fort attirant. La francophonie, chers amis, c'est bien plus qu'une association à la défense de la langue française. Par cette langue commune, on partage aussi une culture et des valeurs communes. Au temps d'une pandémie, comme la crise Covid-19 actuelle, la francophonie nous offre la plateforme pour partager nos expériences et exprimer notre solidarité au sein du groupe. Le thème général pour l'organisation de la francophonie cette année-ci est bien le développement durable, en vue de la conférence mondiale de la nature à Marseille en septembre. Les pays membres de la francophonie ici en Suède ont décidé de concentrer notre débat aujourd'hui sur des thèmes comme la biodiversité, la santé et la déforestation, des sujets qui importent l'ensemble de nos territoires et qui exigent une collaboration internationale étroite. Les prix pour les jeunes étudiants de français seront distribués cette année-ci sur base des contributions sous forme vidéo, soumises par des classes de tout le territoire suédois, présentant ainsi une solution concrète à un défi environnemental. Le groupe francophone offrira donc déjà son soutien à la préparation de la conférence de Stockholm de l'année prochaine, conférence qui célébrera la première des Nations Unies sur l'environnement il y a déjà 50 années. Comme nous démontre Greta Thunberg, l'engagement de la jeune génération pour des sujets comme le climat et la biodiversité nous encourage tous à redéfinir notre action commune. Mesdames et messieurs, je vous souhaite tous une excellente journée de la francophonie et je passe maintenant la parole à notre amie Madame Cecilia Palm, secrétaire générale de la Volksuniversiteit. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Excellence.
Mesdames et messieurs, chers amis de la francophonie, je m'appelle donc Cecilia Palm, je suis secrétaire générale de Folkuniversitetet en Suède, qui, dès le début de l'organisation dans les années 1930, a encouragé l'apprentissage des langues étrangères. Et après la Seconde Guerre mondiale, nous avons même commencé à organiser des voyages en Europe, en car à l'époque, pour que les Suédois puissent vivre la culture et apprendre la langue sur place. Parce que dans ces temps-là, il était tout à fait possible qu'un enseignant de français n'ait jamais mis son pied en France. Et pour cette raison, nous avons aussi fait venir des enseignants de France, d'Angleterre, d'Allemagne, pour que les Suédois rencontrent des professeurs de langue maternelle. On a envoyé ces pauvres gens partout en Suède et là, sur place, que ce soit dans Umeå au nord ou Malmö dans le sud ou entre les deux, ils ont proposé des cercles d'études, ils ont fait des visites d'études dans les écoles, les élèves ont pu voir un vrai français. Et ils ont même proposé des cours dans les entreprises, des soirées culturelles, tout ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, 85 ans plus tard, nous vivons cette période exceptionnelle où tous les voyages sont annulés et où les rencontres IRL, c'est-à-dire les rencontres physiques, sont déconseillées. C'est terrible. Mais heureusement, nous avons découvert aujourd'hui d'autres moyens pour poursuivre les échanges entre personnes et entre pays. L'enseignement des langues continue pour beaucoup maintenant sur Zoom, ou sur Teams ou d'autres supports. Et la journée de la francophonie en Suède est organisée de cette manière aussi aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'y participer depuis plusieurs années et je constate que cette année, à la différence des autres, des Suédois de tout le pays peuvent y participer, alors qu'auparavant, c'était surtout les gens de Stockholm. Et en fait, c'est donc, on fait un pas en avant dans ce sens-là. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé pour mettre le programme sur place et pour maintenir cette tradition de la journée de la francophonie en Suède. Merci. À toi, Emmanuel. Ton micro est fermé, je pense. On n'entend à ce stade rien. Micro. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la séquence de remise des prix des jeunes ambassadeurs et ambassadrices francophones de Suède pour le développement durable, dont c'est la première édition. Les prix sont remis par leurs excellences Monsieur Riyad Ben Slimane, ambassadeur de Tunisie en Suède, qui remettra le premier prix, Monsieur Francisco Del Rio, ambassadeur du Mexique en Suède, qui remettra le deuxième prix, et Monsieur Étienne de Gonneville, ambassadeur de France en Suède, qui remettra le troisième prix. Cette première édition du prix récompense les élèves ayant proposé des projets innovants, présentés sous forme de podcast ou de vidéos, sur le thème du développement durable, avec un focus sur la biodiversité. Je passe la parole à son Excellence, Monsieur Riyad Ben Slimane, ambassadeur de Tunisie en Suède, pour la remise du premier prix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, voilà, je voulais d'abord saluer Étienne, mes collègues Étienne, Hugo et Francisco, et aussi Madame Emmanuelle Matratz, directrice de l'Institut français de Suède, et Madame la secrétaire générale de la Folkuniversitet, ainsi que tous nos amis de la francophonie. Comme partout dans le monde, cette journée est consacrée à la célébration de la francophonie. Tous les cercles de réflexion, les cercles académiques, les universités, tout pratiquement, les élèves, les professeurs, tous parlent de la promotion de la francophonie. Parce que la francophonie est aussi un idéal
et c'est aussi un idéal de paix et de prospérité. Et comme tous les autres pays du monde francophone, je veux dire, les pays francophones, la Tunisie célèbre aujourd'hui la journée de la francophonie aux côtés de tous les pays qui partagent les principes et les idéaux de la francophonie. Dans l'esprit de cet engagement, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie à Djerba cette année. Djerba, c'est une île, elle est connue pour être un havre de paix, et je crois que la francophonie et Djerba vont de pair, puisque les deux font pratiquement promouvoir la paix. Voilà, et ça sera l'un des premiers rendez-vous internationaux post-Covid les plus importants. Je suis donc honoré de remettre aujourd'hui le premier prix de cette première édition des jeunes ambassadeurs et ambassadrices francophones de Suède pour le développement durable. De Lund à Lycksele, en passant par Göteborg, Ängelholm, Anskani ou Stockholm, vous avez été nombreuses et nombreux à participer à ce concours. Une quinzaine de contributions ont été reçues. La concurrence a été vraiment rude. Mais ne laissons pas le suspense durer trop longtemps. Et j'ai donc le plaisir d'annoncer que le premier prix est attribué aux élèves de terminale du Blackbergs Gymnasium de Bromma pour leur projet Le développement durable, article 12. Et je voudrais à ce point exprimer toutes mes félicitations. Vous allez recevoir, les récipiendaires de ce prix vont recevoir une somme de 7000 couronnes qui servira à la réalisation de ce projet. Je tiens à souligner que ce premier prix a recueilli l'unanimité du jury pour son innovation, pour les actions concrètes proposées et les partenariats envisagés. Ce projet illustre plus particulièrement l'objectif de développement durable numéro 12, intitulé, entre guillemets, « Consommation et production durable et circuits courts ». Cher public, je vous propose maintenant que l'on regarde ensemble la vidéo de présentation de ce projet, un projet louable. Bonjour, je m'appelle Pedro. Je suis une pomme qui vient de Chili. J'ai parcouru de longues distances pour arriver ici en Suède. En chemin, j'ai causé beaucoup d'émotions et cela me rend triste. Coucou, c'est moi qui est Ing-Marie et je suis une pomme très heureuse. Je viens de Iakera qui est très près d'ici, donc je suis venue à pied. Et alors, mon voyage n'a causé aucune pollution. Wouhou! Quelle pomme est-ce que je vais choisir? La pomme heureuse ou la pomme malheureuse? C'est difficile. Non, pas de question. C'est évident. La pomme suédoise, bien sûr. Après ce dilemme de pommes, nous voulons en savoir plus sur l'importance de la production locale. Notre journaliste discutera avec quelques personnes qui en savent beaucoup sur le sujet. La parole est à vous, Morgane. Je suis ici avec Narco de UF, une entreprise scolaire qui produit des uniformes. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la production locale? Därför har vi valt att använda oss av bara närproducerade produkter i vår produktion. Vi har även äppelträd runt om Stockholm för att på så sätt göra den bästa och godaste mussen. Utiliser des pommes locales. Det beror främst på att vi dels minskar våra marginaler då vi får äpplena gratis. Vi bidrar till att matsvinnet minskar och äppelmusten allt som allt blir godare när vi har många olika sorters äpplen i. Oui, ça c'était très intéressant, mais c'est un peu trop difficile à réaliser pour nous, je pense. Maintenant, nous allons parler à un supermarché à Stockholm qui produit ses propres herbes et plantes et nous souhaitons apprendre quelque chose que nous pouvons appliquer dans notre école.
Ah oui, je suis ici avec Maria Surcoupe et je vais donner un peu de questions sur leur projet de développement durable. Pourquoi est-ce que vous avez commencé avec ce projet? Nous pensons que c'est une très bonne idée. Oui, merci beaucoup. Le développement durable est très important aujourd'hui. C'est devenu un train et les gens ont plus de conscience et de connaissances sur l'environnement et des problèmes environnementaux. Et notre vision n'est pas seulement de fournir notre supermarché, mais aussi notre cuisine et café, et en plus distribuer des légumes aux autres couples à Stockholm. Au futur, nous voudrions développer ce projet en quelque chose de plus grand, avec une variation de légumes plus grande. Peut-être pourrions-nous cultiver des fraises pour l'été? Ce n'est pas difficile. Comment faites-vous? Non, ce n'est pas trop difficile. Nous collaborons avec l'entreprise Grönska qui nous a aidés pour l'installation. Ils nous ont donné des serres avec des étages, etc. Et en fait, nous n'utilisons pas le sol. À la place, les légumes sont cultivés dans des tissus. Et cette technique, sans sol, s'appelle de l'hydroponie. Finalement, on voudrait des tips si on ferait comme vous à l'école. Est-ce que vous pouvez nous en donner? Et comme réponse, Maria Surcoupe nous a donné des tips pour commencer avec un projet comme ça. Elle a dit que la chose la plus facile, c'est de commencer avec des herbes comme le basilic, le persil, l'aneth, entre autres. Et après, continuer si nous voulons. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'endroit où vous pensez avoir nos plantations. C'est ici, sur le 5e étage de l'école, l'étage le plus haut. C'est près des fenêtres, ce qui fait que les plantes auront beaucoup de soleil et de chauffage. Ça, c'est l'endroit. Et je pense que c'est un vieux aquarium ou un truc dans le genre. On a eu des animaux il y a longtemps, mais maintenant il n'y a plus d'animaux dans l'école. Donc ça, c'est Covid. Alors on pense que c'est l'endroit parfait pour avoir nos plantes. En conclusion, nous voyons vraiment une opportunité de produire notre propre herbe et plantes ici au lycée de Blackeberg. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une merveilleuse année. Encore bravo. Allô? Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Vous pouvez continuer. Je crois qu'il faudrait éloigner peut-être votre téléphone, mais allez-y. Je crois qu'il y a un écho, oui, exactement. Je vais fermer ça. Voilà, tout est rétabli maintenant. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup, bravo. Je crois que les élèves et leurs professeurs ont maintenant envoyé un petit message et regardons ce petit message maintenant. Bonjour. Bonjour. Pour nous, les étudiants du Blackeberg Gymnasium, le développement durable est très important. Et un tel projet est très encourageant. Merci beaucoup. Merci. Excellente performance des élèves. Donc maintenant, je vous souhaite une excellente continuation à vous tous et merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la remise du deuxième prix. Chers collègues, Madame la secrétaire générale de la Folkuniversitet, chers élèves, chers amis de la francophonie en Suède, permettez-moi de commencer par vous dire que le Mexique a rejoint l'Organisation internationale de la francophonie en tant qu'État observateur en 2014.
Dès lors, nous avons constaté de multiples affinités autour de la francophonie. La principale, notre coïncidence de principes universels en faveur de la paix, de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme, ainsi que le soutien au multilatéralisme sur les grandes questions à l'ordre du jour international. Aussi, la francophonie ne se réfère pas seulement aux États et aux gouvernements qui ont la langue française comme officielle, mais à tous ceux qui considèrent le multilinguisme comme un mécanisme fondamental pour comprendre les sociétés. Le Mexique a eu le privilège d'accueillir la 13e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique en 2016. C'est justement la biodiversité qui était à l'honneur de cette première édition de jeunes ambassadeurs et ambassadrices francophones de Suède pour le développement durable. Je suis donc très heureux d'être avec vous ce soir pour remettre le 2e prix de ce concours. Ne laissons pas le suspense durer plus longtemps. J'ai le plaisir d'annoncer que le 2e prix est attribué aux élèves des classes de 9e A et B de l'école Montessori bilingue de Lund pour leur projet Keep It Réel. Toutes mes félicitations. Vous recevrez une somme de 5 000 couronnes qui servira à la réalisation de votre projet. Je tiens à souligner que le jury salue votre créativité en matière d'énergie durable, mais aussi votre travail de pédagogie complet sur les objectifs de développement durable. Votre projet sera mis en ligne dès demain sur le site de l'Institut français de Suède. Encore bravo. Je crois que les élèves et leurs professeurs nous ont fait passer un petit message. Regardons-le. Excellente continuation à toutes et à tous. Bonjour. Nous sommes la classe 9 de BMSL. Nous sommes honorés de recevoir le 2e prix du concours de jeunes ambassadeurs et ambassadrices francophones de Suède pour le développement durable pour notre projet Keep It Real. Nous remercions chaleureusement les ambassades francophones de Suède, l'Institut français de Suède et la Folkuniversitet. Ce prix représentait beaucoup pour nous. Nous n'avons pas pu participer à d'autres concours cette année à cause de la pandémie, et votre concours nous a donné la chance de présenter concrètement un projet interdisciplinaire. La biodiversité est un thème extrêmement important pour notre génération et nous voulons nous impliquer à l'avenir. La présentation en français était un défi à relever, mais nous sommes fiers de pouvoir utiliser une langue de Jaquel. Nous veillons depuis que nous sommes appétits à BMSL. Ce genre de projet nous représente vraiment, nous en tant que groupe et classe, et nous sommes très reconnaissantes de nous avoir choisis. Nous allons alors mettre à profit la somme d'argent reçue pour le développement encore plus notre projet. Avant la fin de l'année scolaire, avec la soutien de notre professeur, une grande merci de la part de toutes les 9e de BMSL. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Étienne de Gonneville, l'ambassadeur de France en Suède, qui va remettre le 3e prix. Merci Emmanuel. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous, membres du public francophone qui nous regardez ce soir. Bonsoir à Madame la secrétaire générale de Folkuniversitetet. Bonsoir à mes collègues ambassadeurs francophones. Je suis très heureux d'être avec vous pour remettre ce 3e prix du concours. C'est un contexte cette année un petit peu particulier pour la France parce que, comme l'ambassadeur de Belgique l'a rappelé tout à l'heure, cette année, à Marseille, nous allons accueillir le Congrès mondial de la nature en septembre 2021. Et donc, le thème de cette journée est tout à fait bien choisi pour nous. Il permet de lier 2 valeurs qui nous sont chères, la francophonie d'une part et
le combat pour la biodiversité, pour la préservation de notre planète, un certain nombre de grandes causes qui sont importantes ici à l'ambassade de France à Stockholm. Alors, évidemment, vous attendez tous de savoir qui va avoir le 3e prix du concours. J'ouvre l'enveloppe et j'ai le plaisir de vous annoncer que le 3e prix est attribué aux élèves de la section française de 2e année des lycées de Hvitfeldtska et Schillerska de Göteborg pour le podcast Star de seconde main. Toutes mes félicitations aux heureux lauréats de ce 3e prix. Vous allez recevoir une somme de 3000 couronnes suédoises qui vous permettront de réaliser votre projet. Le jury salue en particulier votre humour dans le traitement du sujet. Ce sujet s'inscrit dans l'objectif de développement durable numéro 12 sur la consommation et la production durable. Et votre podcast va être mis en ligne dès demain sur le site de l'Institut français de Suède. Encore bravo, et bravo à tous les participants de cette journée, de ce prix. Alors, je crois que les élèves des lycées de Hvitfeldtska et Schillerska ont préparé un petit message qui va être présenté maintenant. Bravo et merci à tous. Voilà, c'était un message essentiellement statique, mais qui nous a permis de découvrir les visages des heureux lauréats. Je vais repasser maintenant la parole à Emmanuel, notre maître de cérémonie. Merci beaucoup, Étienne. Nous sommes ravis d'avoir pu décerner tous ensemble ce 1er prix des ambassadeurs, ambassadrices francophones de Suède pour le développement durable. C'était une petite prouesse technique, mais on y est arrivé. Nous allons maintenant passer à notre 3e séquence de la journée de la francophonie en Suède. Il s'agit de notre conférence sur les liens entre santé et biodiversité. Cette conférence sera modérée par Henri Sprimont, qui sera notre modérateur pendant toute cette partie de conférence. Cette conférence est organisée en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et l'Université SLU du Méo. Henri Sprimont, vous êtes, je crois, avec nous. Je vous cherche sur mon écran. Je vais en profiter pour vous présenter. Vous êtes vétérinaire de formation et vous travaillez depuis 2010 comme conseiller scientifique et technologique à l'ambassade de Belgique en Suède. Donc, êtes-vous parmi nous maintenant? Peut-être que vous allez nous rejoindre dans quelques temps. Je vais en profiter pour présenter les panélistes. Donc, nous aurons avec nous Issa Bado, qui est spécialiste de programme à l'Organisation internationale de la francophonie en service à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD à Québec. Voilà, je vois que Henri est en train de se connecter. Oui, Henri. Très bien, j'avais commencé à présenter les panélistes. Je vous ai présenté et donc je vous passe la parole pour cette conférence santé et biodiversité. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à tous dans cette conférence dédiée à la biodiversité et à la santé. Nous nous trouvons à l'aube d'un changement de paradigme philosophique fondamental. Tous ici, héritiers d'une histoire humaine millénaire qui a en très large part consisté à nous affranchir de la nature, à nous libérer de ses contraintes, à l'exploiter et à la servir. Les événements auxquels l'humanité fait face en cette période, que ce soit les conséquences du changement climatique, la crise du coronavirus, rappellent à l'homme avec une tragique insistance
qu'il n'est pas étranger à la nature. Et que de cet ensemble varié des êtres vivants qui partagent un écosystème, de cette biodiversité, il fait partie. Au début des années 2000, l'introduction au niveau international du concept « une seule santé » a été un pas déterminant vers l'approche globale et intégrée qu'il est nécessaire que nous adoptions, et vers la compréhension que santé animale et humaine sont interdépendantes et liées à celle des écosystèmes qu'humains et animaux partagent. La crise de la Covid-19 vient nous rappeler douloureusement la complexité et toute l'incertitude des interactions entre la santé des humains et celle des animaux, ainsi que des environnements globaux dans lesquels elle s'inscrit. Les maladies transmises aux hommes par les animaux préoccupent depuis longtemps les professionnels de santé comme les populations. Les méthodes de gestion de la santé, hier éprouvées, sont aujourd'hui questionnées. En ce qui concerne les risques émergents, elles sont peut-être à inventer. Peut-on anticiper et prévenir les pandémies? Comment renforcer les interactions entre connaissances scientifiques et décideurs politiques? Existe-t-il des outils permettant de suivre l'état de santé de la faune sauvage? Quels garde-fous mettre à la recherche elle-même pour éviter qu'elle ne devienne un facteur de risque? Toutes ces questions figurent parmi celles qui reviennent régulièrement dans cette période troublée. Et cette conférence biodiversité et santé qui s'inscrit dans le cadre du mois de la francophonie en Suède propose de contribuer à ces réflexions avec nos 4 intervenants. Je voudrais maintenant passer la parole à Issa Bado. Issa Bado, vous êtes spécialiste de programme à l'Organisation internationale de la francophonie, à l'OIF, en service à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, à Québec, et votre présentation porte sur l'appui de l'OIF aux pays membres sur la connexion entre la biodiversité et la santé. Issa Bado, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je ne sais pas si on peut m'aider à afficher ma présentation parce que tout à l'heure, j'ai perdu le contrôle. Mais je vais effectivement partager avec vous donc, ce que j'appelle les réalisations de la francophonie sur le nexus santé et biodiversité. Vous le savez, l'Organisation internationale de la francophonie donc, apporte un appui important à tous les États membres. Et depuis 1988, nous avons une institution qui a été mise en place pour faire face à la crise énergétique. Et cette institution est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et je voudrais souligner justement que cet institut, de par son évolution, qui a pris en compte premièrement les enjeux énergie, ensuite environnement et aujourd'hui développement durable, le témoignage que la francophonie a évolué donc en fonction des enjeux globaux. Et je pense que depuis quelques années, l'Institut et aussi les autres directions de la francophonie s'investissent beaucoup sur les questions de santé et ici à l'Institut particulièrement sur les questions de santé et de biodiversité. Je me permets de souligner que notre institut justement est mis en place pour renforcer les capacités des différents acteurs à travers la francophonie, que ce soit les acteurs du privé, du public, ainsi de suite. Dans ce sens, nous développons des outils importants, des outils dans le sens d'aider donc à la gestion de l'énergie et aussi sur les questions environnementales et développement durable. Nous favorisons aussi la concertation parce que la francophonie, c'est 88 États et gouvernements, c'est vraiment un grand espace. Et ce qui est intéressant, il faut le savoir, la francophonie se retrouve répartie sur les 5 continents. Et donc, nous sommes pratiquement concernés par tous les enjeux, je dirais, globaux. Et aussi, notre rôle, c'est d'appuyer techniquement et financièrement des projets, des initiatives pilotes ou des projets d'envergure dans ce sens. Et enfin, je ne peux pas, sur la question de ce qu'on fait à l'Institut, ignorer tout le travail de sensibilisation, de promotion des modes de consommation et de développement durable. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette image qui s'affiche sur votre écran, je voudrais faire mentionner ce que j'appelle une prise en compte au fil des années des enjeux liés à la santé, et ça au plus haut niveau de la francophonie depuis quelques années, que ce soit au niveau des chefs d'État et de gouvernement, que ce soit des autres instances et aussi de façon opérationnelle dans nos activités. On fait de plus en plus le lien entre la santé et la diversité biologique, mais nous faisons également
beaucoup de liens dans nos opérations pour amener les États à considérer l'intégration de la santé dans les questions environnementales ou vice-versa, les questions environnementales et les questions de santé. Je voudrais mentionner justement une résolution qui date de 2016 des chefs d'État et de gouvernement qui s'est intéressé à l'importance d'investir dans le secteur de la santé pour soutenir la croissance partagée au sein de la francophonie. Vous savez, la question, ce que j'appelle la solidarité, c'est vraiment ce qui caractérise la francophonie. Une autre résolution qui a été adoptée en 2018 par les chefs d'État, elle concernait particulièrement les maladies tropicales négligées, comme, comment j'appelle ça encore, lymphose. Désolé, je ne suis pas du domaine de la santé, donc ça m'échappe très bien, mais je parle bien sûr des maladies tropicales, celles que nous connaissons très peu ou qui ne font pas au niveau global de solutions, à proprement parler. Je voudrais rappeler aussi une déclaration qui a été faite par des ambassadeurs francophones dans le contexte de la COVID récemment et qui invitait justement à ce qu'il y ait une sorte de réponse multilatérale, une réponse concertée, une réponse efficace et qui fait en sorte que tous les différents acteurs soient impliqués dans cette démarche aussi, qu'il y ait une sorte de prise en compte des autres enjeux qui sont en interaction avec les questions de santé. Et enfin, récemment, notre secrétaire général, qui est la plus haute autorité de la francophonie, a montré toute sa détermination à accompagner donc, les efforts des États à trouver des solutions face à la COVID-19. Et dans ce sens, elle a organisé une grande rencontre avec différents panélistes venant de différentes organisations de haute personnalité, notamment le président du groupe de l'Union africaine sur l'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. Donc voilà un peu, c'est une francophonie mobilisée, déterminée à faire le lien entre santé et biodiversité, mais aussi à apporter des réponses de façon opérationnelle. Et prochaine diapositive, justement, je vais vous présenter ici quelques efforts que nous avons faits ces dernières années. Et je voudrais souligner justement quelques cadres de concertation. Je dis, notre rôle, c'est aussi notre rôle, faire en sorte que les francophones se parlent, les francophones partagent les bonnes pratiques, les francophones partagent ce que j'appelle les récits en matière d'intégration de les questions sanitaires dans les politiques environnementales et vice-versa. Et aussi, dans ce sens, nous avons réalisé l'année dernière des activités sur santé et biodiversité, liens et perspectives dans le contexte de la COVID. Nous avons aussi réalisé notre activité sur comment on met en pratique les synergies d'action entre les conventions environnementales des Rio. Ce sont justement ces grandes conventions sur les questions environnementales, mais pour nous, comme vous savez, la question de la biodiversité étant étroitement liée à la question de la santé, il est nécessaire que dans ces processus de prise de décision au niveau international, que les questions de santé soient suffisamment intégrées. Et ce que je voudrais souligner à travers cette image que vous voyez, c'est le fait que de tous ces événements que nous avons organisés, qui ont permis aux francophones de renforcer leur capacité, mais de partager leur vision de comment on intègre au mieux les questions liées à la santé et à la biodiversité, il ressort qu'effectivement, il y a un lien important entre tout ce qui est, on va dire, le fait que l'homme est source d'atteinte donc, à la biodiversité, que ce soit du fait de la mobilité, que ce soit du fait des autres ressources de la biodiversité. Je voyais sur ce tableau, on parle de la faune, on parle aussi d'impact des changements climatiques. Tout cela n'est pas sans conséquence sur les questions, les épidémies que nous connaissons. Je ne veux pas justifier là une source de la COVID-19, mais c'est dit qu'effectivement, que ce soit des épidémies qui ont eu lieu avant la COVID, elles peuvent trouver source dans l'action de l'homme, mais aussi dans les atteintes aux habitats qui sont portés par l'homme ou par des phénomènes naturels. Prochaine diapositive. Je voudrais aussi vous présenter ce que j'appelle des productions ou des plateformes que nous avons développées ces dernières années pour renforcer davantage le nexus entre santé et biodiversité, mais aussi pour impliquer une dynamique au niveau de la francophonie, une dynamique de solidarité afin d'apporter des réponses donc, à la crise de la COVID. Et dans ce sens, l'Organisation internationale de la francophonie a mis en place une plateforme qui s'appelle Solidarité COVID-19. Et cette plateforme, on peut le dire, c'est un dispositif pour aider les talents, pour faire en sorte que
tous les francophones, que ce soit les jeunes, les innovateurs qui ont des idées, puissent les partager avec la grande communauté francophone. Et vous pouvez le voir sur cette image un peu à travers la francophonie, des idées intéressantes ont été partagées dans le sens de créer, fabriquer des masques, fabriquer tout type d'outils intéressants durant le confinement, ou je veux dire pour se résilier à cette crise sanitaire mondiale. Je voudrais souligner également un guide sur la prise en compte de la santé dans les évaluations environnementales et sociales. Et pour nous, justement, il faut que l'intégration de la santé, les questions de santé, soit dans la pratique des acteurs sur le terrain, que ce soit dans les efforts de lutte contre la pauvreté ou plus particulièrement que ce soit dans les objectifs de protection de l'environnement. Je voudrais souligner également dans le contexte de la COVID quelques documents de décryptage, d'appropriation des enjeux que nous avons développés, que nous avons partagés avec les négociateurs francophones qui participent au processus de prise de décision sur le climat, sur la biodiversité. Ce sont particulièrement une note qui a mis l'accent sur les liens entre la biodiversité, la santé et les maladies infectieuses. Et nous avons aussi posé la question de savoir comment, sur le plan international, est-ce qu'il y avait un contrôle, est-ce qu'un contrôle minutieux, un contrôle de la perte de la croissance de la biodiversité pouvait impacter, donc, si je peux m'exprimer ainsi, le freinage de telles épidémies comme la COVID. Et une autre technique intéressante, justement, sur le plan international, les acteurs, les Nations Unies essaient de prendre des décisions sur les enjeux environnementaux. Et nous sommes demandés de quelle façon il y avait un impact sur ces enjeux environnementaux, sur les processus de prise de décision. Et vous le savez, que ce soit pour la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, la Convention sur la diversité biologique ou celle sur la désertification, l'année dernière, il n'y a pas eu de séance à proprement parler des négociations, en dehors de sessions de concertation ou je dis de dialogue sur le climat. Et alors, la question c'est, est-ce que nous arrêtons, nous freinons ces processus-là, alors que ces processus ont plus que besoin de prendre des décisions fermes dans le sens d'intégrer la biodiversité dans les enjeux environnementaux, dans le sens aussi de prendre des décisions pertinentes afin de faire en sorte que des épidémies, en fait, je veux dire, des crises sanitaires comme la COVID-19 ne se répètent plus. Je voudrais donc terminer en disant ceci, la francophonie est donc dans une dynamique d'apporter des contributions à tous les efforts des États membres dans le sens de renforcer les capacités des acteurs, de documenter davantage les liens. Et je pense que la science est appelée à jouer un rôle essentiel parce que ce lien n'est pas assez documenté, certainement. Et aussi, au-delà de la science, les politiques, il faudra que des politiques soient adoptées au niveau des États, au niveau des différents acteurs, pour que les habitats, qui sont dégradés, qui sont souvent source d'épidémies, ne soient pas source de maladies ou de crises sanitaires comme la COVID-19. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Badeau, pour cet exposé très intéressant. Nous aurons l'occasion d'y revenir, j'en suis sûr. Je voudrais maintenant passer la parole à Agnès Allossery. Vous êtes responsable du pôle coordination européenne et internationale à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et vous suivez les travaux de l'IPBES et de la Convention sur la diversité biologique. Vous allez nous parler des travaux réalisés au niveau international sur les liens entre pandémie et biodiversité. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour Henri, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors, je vais mettre la diapositive. Très bien. Donc là, vous avez mes diapos en grand, c'est ça? Très bien. Donc, merci encore et merci Issa, puisque je pense que vous avez fait une excellente introduction à ce que je veux présenter, ou en tout cas pas une introduction, mais un excellent pont avec ce que je vais vous présenter, puisque vous avez indiqué que la science est attendue sur certains aspects pour pouvoir répondre justement à ces enjeux des liens entre biodiversité et santé. Donc moi, je vais vous présenter les travaux essentiellement de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, donc un organisme français, et également de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques avec laquelle nous travaillons.
Donc, comme Issa l'a dit, les questions d'environnement et plus spécifiquement de la biodiversité et les questions de santé sont des questions pour lesquelles les scientifiques et le public en fait, attendent des réponses de la science. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui les communautés de recherche mobilisées sur ces enjeux-là. Alors, je voulais simplement signaler ici, parce que en fait, dans les médias, on mobilise beaucoup les scientifiques, on entend les uns et les autres s'exprimer. Et je pense que c'est important de revenir sur le fait que la science, par nature, ne va pas donner une sacro-sainte réponse définitive et qu'en en fait, elle est faite d'hypothèses, de tests d'hypothèses qui vont être confirmées jusqu'au jour où elles seront infirmées parce que d'autres travaux, d'autres contextes, d'autres méthodes auront donné d'autres résultats. Et c'est important de s'en souvenir puisque sinon, ça peut décrédibiliser en fait tout le processus scientifique et entraîner en fait une perte de confiance dans les travaux scientifiques. Donc voilà, pour moi, c'est important de noter que ce que je vais vous présenter là, c'est une synthèse des connaissances existantes sur ce sujet de biodiversité et santé. Le but aujourd'hui d'organismes tels que ce qu'a fait la Fondation pour la recherche sur la biodiversité ou l'IPBES, c'est de vraiment voir tout ce qui a convergé au niveau de la production scientifique mondiale sur ce thème-là pour dégager les grandes tendances. Mais on n'a pas une réponse claire et définitive. D'où vient finalement ce coronavirus qui nous affecte tant aujourd'hui. Vous avez sûrement vu dans les médias que chaque mois, on propose une nouvelle piste et finalement, on n'aura peut-être jamais la solution. Mais ce que moi, je compte vous présenter là, c'est ce qu'on sait vraiment. C'est les pistes claires qu'on a. Et finalement, ce n'est pas tant l'espèce exacte qui a pu faire passer le virus qui va être importante pour le futur, c'est de savoir d'en comprendre le mécanisme et surtout comment empêcher des mécanismes similaires de se développer. Donc, sur cet aspect-là, Issa vous a aussi mentionné avec un diagramme qui était finalement, qui peut recouper celui que je vous présente là, comment la santé des humains, des animaux, aussi bien domestiques que sauvages, et de l'environnement en général, sont liés. Et donc, en fait, on parle aujourd'hui d'une approche une seule santé, ou alors d'une approche sur la santé des écosystèmes, en se disant que si un de ces composants, une de ces bulles est en bonne santé, elle permettra d'atteindre la santé pour les autres composants du système. Et aujourd'hui, on est essentiellement focalisé sur la santé humaine, c'est ce qui nous intéresse de prime abord, la santé des animaux domestiques aussi, puisque une grande partie de notre alimentation se fonde là-dessus. Et ce que la crise de la Covid-19 nous a rappelé, c'est qu'en fait, on doit autant se soucier de la santé des écosystèmes sauvages et du milieu naturel si on veut en fait prétendre à atteindre un bon état de santé global. Donc là, justement ces preuves scientifiques qui font vraiment consensus et dont je vous ai parlé en introduction, je vais vous en présenter deux qui sont en fait des facteurs principaux de perte de biodiversité et qui sont directement associés à l'émergence de maladies comme la Covid-19. Le premier facteur de perte de la biodiversité, c'est le changement d'usage des terres. Et la photo que vous avez là montre sur la droite une forêt, sur la gauche un espace qui a vraisemblablement été déforesté pour créer une pâture. Les espèces de petites taches blanches, là, ce ne sont pas des grains de riz, ce sont des bœufs qui ont été donc placés là pour faire du pâturage plus ou moins intensif. Et on sait que ce changement d'usage des terres, c'est un facteur de perte de la biodiversité. Voilà le cas typique de la déforestation, on en entend assez souvent parler. Mais les travaux scientifiques ont également montré que c'est un facteur d'émergence des maladies infectieuses. Plus de 30%, il est estimé à plus de 30% que ce changement d'usage des terres est à l'origine des maladies infectieuses qu'on a observées au cours du dernier demi-siècle, un peu plus. Et ça a été prouvé de manière très appuyée par la science pour des virus comme Ebola, le paludisme, la fièvre jaune, etc. Et sur cet aspect-là,
les solutions finalement qui sont mises en avant dans les politiques de préservation de la biodiversité seront similaires aux mesures de prévention à long terme des zoonoses. Par exemple, nos modes de consommation. Quand on a des demandes pour des produits issus de changements d'usage des terres intensifs, comme l'huile de palme, c'est assez bien connu, certains bois importés, sur les minerais aussi, quand on change de téléphone tous les 2 ans, les terres rares, en fait, elles sont extraites dans des mines qui provoquent des changements d'usage des terres. Et du fait de l'incursion des humains dans ces zones-là, on va avoir en fait des contacts démultipliés avec les espèces sauvages qui sont les réservoirs de pathogènes qui nous affectent ensuite. Si ce n'est pas l'homme directement, ça va être le bétail. Justement, ces bœufs sur la photo vont aussi être en contact avec des espèces qui ont peut-être des génomes plus proches des leurs que de nous et qui vont permettre cette transition parce qu'ensuite les hommes sont beaucoup plus en contact avec les animaux domestiques. Et de manière générale aussi, on peut dire qu'en fait, ces changements des milieux naturels vont affecter les habitats des espèces sauvages qui vont se retrouver en moins bonne santé aussi et avoir plus de mal à lutter contre ces pathogènes et vont plus les absorber, on va dire, et ça va ils vont moins faire barrière pour qu'ils arrivent vers les humains. Donc voilà comment, sur cet aspect-là, on a vraiment une convergence, on va dire, des deux principaux facteurs de lutte contre la perte de la biodiversité et de la lutte contre l'émergence des pandémies. Le deuxième exemple, le deuxième point principal, c'est celui qui est lié à l'utilisation, l'exploitation des espèces. Et là, je vais me concentrer sur le cas de la chasse, puisqu'il y a un contact direct avec les espèces sauvages et une manipulation également des animaux. Alors, je vous ai mis une photo de sanglier en pensant qu'on était plus au niveau européen dans cette conférence, mais alors, à ma connaissance, et peut-être que Nathalie ou Claire me corrigeront, mais je crois qu'il n'y a pas eu d'épidémie majeure humaine qui ont émergé à cause de sangliers, mais en fait, ce n'est pas exclu, puisque ça fait partie des espèces qui vont être touchées chez nous. On parle beaucoup c'est plus connu pour des maladies tropicales qui ont émergé dans des climats tropicaux. Par exemple, on sait que le VIH est probablement issu d'activités de chasse de singes. Il y a eu un virus SARS qui a circulé aussi en Chine au début des années 2000, qui avait été vraisemblablement transmis par des civettes ou des blaireaux furets qui étaient sur des marchés vivants destinés à la consommation. Donc, on voit qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a un contact direct, et là encore plus avec la chasse, on manipule des fluides, des animaux, etc. Donc, c'est là où les virus sont plus exposés. On est forcément confronté à un risque plus grand d'émergence de maladies. Donc là-dessus, il ne faut pas interdire la chasse tout bonnement. Pour certaines populations, c'est vital. Dans certaines zones du monde, en Europe, c'est peut-être plus culturel et récréatif. En revanche, on va mettre en place, ce qu'il faut mettre en place, c'est plutôt de renforcer les mesures prophylactiques. Donc tout ce qui est l'hygiène et la prévention des maladies lorsqu'on manipule, commercialise et consomme de la viande sauvage. Et puis, ce qui me permet de faire un peu le pont avec la recherche, c'est tous les aspects qui concernent la surveillance des maladies et peut-être être plus vigilant sur les maladies qui émergent dans des groupes de la population humaine qui sont très en contact avec les animaux sauvages, comme les chasseurs, les agriculteurs qui sont dans des zones à forte biodiversité sauvage, et puis les négociants en viande sauvage. Donc là, je vous présente rapidement une autre conclusion assez phare des travaux de l'IPBES qui ont été publiés en octobre dernier, qui est que l'impact économique actuel des pandémies pourrait être 100 fois supérieur au coût estimé de leur prévention. Donc quand je parle de la prévention, là je veux dire justement toutes ces mesures qui visent à lutter contre le changement d'usage des terres et contre le commerce de viande sauvage, ou en tout cas une mauvaise utilisation de la viande sauvage. C'est estimé que ça pourrait être de l'ordre de 78 à 91 milliards de dollars par an, ces mesures de prévention, contre un coût annuel moyen de 1000 milliards de dollars par an pour lutter contre une pandémie. Et hier encore, le gouvernement français a chiffré a estimé à 160 millions d'euros, non,
aussi 160 millions, non 160 milliards, pardon, je me perds dans ces chiffres, 160 milliards d'euros les coûts potentiels pour la France de la Covid-19. Donc vous imaginez que si on ajoute tous les pays du monde, on pourrait facilement atteindre les ordres de grandeur annoncés par l'IPBES. Donc, pour finir, le cœur du travail de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et de l'IPBES, c'est de travailler sur les besoins de connaissances. Et j'espère qu'ainsi, je passe un bon relais à Claire et Nathalie, puisque le but de nos travaux, c'était aussi de pouvoir identifier les grands champs de recherche futurs afin que les organismes qui financent de la recherche et puis que les chercheurs puissent répondre à ces questions toujours pressantes. Merci beaucoup Agnès pour cet exposé vraiment très très intéressant. Voilà, donc pour la suite, je vais, comme vous l'avez très bien introduit vous-même, passer la parole à Nathalie Charbonnel, qui est directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous vous intéressez particulièrement à l'écologie évolutive des petits mammifères dans le contexte des zoonoses et de la biologie de la conservation. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, vous voyez mes diapositives? Vous m'entendez? Oui, on vous entend et on voit très bien vos diapositives. D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, à travers cette présentation, je voulais vous montrer l'importance des sciences de l'écologie et de l'évolution pour mieux comprendre ces liens entre biodiversité et santé. Et je vais faire ça au travers de quelques travaux de recherche que je réalise à Montpellier, à l'INRAE, et pour certains en collaboration avec la Suède. Hop. Donc, vous avez ici à droite une courbe réalisée par Serge Morand qui montre l'augmentation du nombre annuel d'épidémies dans le monde depuis les années 50. Et en fait, ce nombre d'épidémies ne cesse d'augmenter et la majorité des épidémies sont liées aux animaux. Ça, c'est 75%. Et la majorité des nouvelles épidémies, c'est-à-dire celles qui émergent, elles sont également liées aux animaux et en particulier aux animaux de la faune sauvage. Et dans cette faune sauvage, en fait, il y a différents types d'animaux un peu phares, et notamment les rongeurs, qui sont des réservoirs importants d'agents de zoonose. Alors, il y a la peste qu'on a en image, et la raison de cette importance des rongeurs, d'abord, c'est un ordre de mammifères qui est extrêmement diversifié. La moitié des espèces de mammifères sont des rongeurs, on compte plus de 2000 espèces. Ils vivent dans des milieux de vie très diversifiés. Donc, ils vont pouvoir héberger tout un tas de pathogènes, d'agents de zoonose qui requièrent des conditions particulières. Ils sont en contact très étroit avec les humains et on a des espèces qui comptent parmi le top 100 des espèces invasives, donc qui vont pouvoir propager ces agents de zoonose très rapidement et à très grande échelle. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces espèces, elles ne jouent pas le même rôle dans la transmission des agents de zoonose. On a des espèces de rongeurs qui sont des réservoirs, voire des hyper-réservoirs, c'est-à-dire qu'elles peuvent abriter plusieurs agents de zoonose, alors que d'autres espèces ne sont pas du tout réservoirs. Donc, c'est ce que vous montre le graphique à droite, où vous avez dans chaque petit cercle le nombre d'espèces de rongeurs qui portent, ce que vous pouvez voir à gauche, soit un agent de zoonose, ou 2, ou 3, ou 4. Donc on a 138 espèces de rongeurs qui sont connues pour être réservoirs d'un seul agent de zoonose. Et par contre, on a... si je ne me trompe pas, oui, 79 espèces qui sont hyper réservoirs et qui vont pouvoir porter de 2 jusqu'à 11 agents de zoonose. À une échelle plus fine, on peut avoir dans une même population certains rongeurs qui sont infectés par des agents de zoonose et d'autres non, ou des rongeurs qui vont être très infectés ou par de nombreux pathogènes en même temps et d'autres qui vont être sains. Et en fait, toute cette hétérogénéité entre espèces, entre populations, entre individus, elle est intéressante pour comprendre la circulation et donc le danger zoonotique auquel l'homme peut être exposé, et comprendre ce qui façonne cette hétérogénéité dans le temps, dans l'espace. Ça, c'est le rôle des sciences de l'écologie et de l'évolution, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie de la santé.
Donc là, je vais vous présenter un peu ces points-là avec 3 exemples. Un exemple au niveau de l'hétérogénéité entre rongeurs, c'est-à-dire à l'échelle de la diversité génétique. Un exemple des interactions entre pathogènes au sein d'un même individu rongeur. Donc là, on va s'intéresser à la diversité microbienne à l'intérieur des rongeurs. Et enfin, l'hétérogénéité entre espèces de rongeurs dans un écosystème. Et là, on est à l'échelle de la diversité spécifique. Et je vais vous montrer que tous ces niveaux de diversité sont importants pour comprendre la circulation des agents de zoonose et que l'altération de cette diversité modifie le risque zoonotique. Donc, le premier exemple dont je vais vous parler, celui de l'hétérogénéité génétique entre rongeurs, va refléter des variations de circulation d'un virus zoonotique qui est l'hantavirus pumala, qui est responsable d'une zoonose qui s'appelle la néphropathie épidémique. Et ce virus, il a un réservoir naturel sauvage unique, qui est un rongeur forestier qui s'appelle le campagnol roussâtre. Et le virus se transmet par respiration d'aérosols infectés ou par morsure. Et l'homme se contamine également comme ça en respirant des particules contaminées. Et donc là, je vais vous parler de travaux que j'ai réalisés en collaboration avec différents chercheurs suédois et notamment du SLU à Umeå. Donc en fait, cette maladie, elle n'est pas distribuée du tout de la même façon en Suède. Bon, déjà, elle est importante, il peut y avoir plus de 1000 cas par an chez les humains, et 90% des cas vont être dans le nord du pays. Alors dans le sud du pays, on n'aura pas ou vraiment des cas très sporadiques et souvent importés des provinces du nord. Et donc pour comprendre cette distribution des cas de cette maladie zoonotique, en fait, on s'intéresse au rongeur réservoir, et le rongeur, il est partout en Suède. Donc, l'hypothèse qu'on a posée, c'était qu'il pouvait y avoir des différences génétiques entre les populations du nord et les populations du sud, qui ferait que les rongeurs n'auraient pas la même sensibilité au virus, et ce qui entraînerait des différences de circulation du virus dans ces populations de rongeurs, et du coup des expositions différentes pour l'homme. Donc pour ça, en fait, aujourd'hui, on a les moyens d'étudier l'ensemble du génome de ces rongeurs entre des populations du nord et du sud, et des méthodes mathématiques pour identifier les gènes précisément qui différencient ces populations du nord et du sud sous l'action de la sélection naturelle. Donc c'est ce qu'on a fait, et on a pu, donc c'est le schéma du milieu, on a pu identifier comme ça beaucoup de gènes de l'immunité qui avaient des variations différentes entre le nord et le sud. Et ensuite, ce que vous voyez à droite, c'est que pour certains de ces gènes, on a pu étudier plus profondément qu'est-ce qui se passe quand ce gène varie dans sa forme ou dans son expression, et montrer qu'il y avait bien un impact sur la capacité du rongeur à se multiplier. Et donc, la conclusion de ces études, c'est qu'en fait, il peut y avoir des histoires de coévolution différentes entre les virus et leurs réservoirs rongeurs, ce qui mène à des stratégies de résistance, donc d'élimination du virus, ou plutôt de tolérance, et ce qui va modifier la capacité de circulation du virus entre ces différentes zones. Un deuxième exemple, cette fois, c'est l'hétérogénéité des interactions entre les pathogènes, entre agents de zoonose qu'on peut trouver dans un même rongeur. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les individus sont très souvent co-infectés, enfin l'humain aussi, et qu'il peut y avoir des interactions entre ces différents agents pathogènes. Donc à gauche, c'est un premier exemple entre deux bactéries du genre Mycoplasma qui peut être responsable de zoonoses chez l'homme ou de maladies chez les animaux domestiques. Et ce qu'on regarde, en fait, c'est les individus qui sont infectés par aucune des deux bactéries, seulement par une seule des bactéries, ou co-infectés par les bactéries. Au milieu, c'est l'attendu s'il n'y a pas d'interaction entre les bactéries. Et au-dessus, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est des individus qui sont plus souvent co-infectés que ce qu'on attendrait au hasard. Et en fait, ça, c'est lié à de la facilitation de l'infection par une deuxième bactérie quand la première est déjà installée dans l'hôte. Et en fait, ces mécanismes de facilitation donc, de l'infection d'une bactérie par une autre infection, on les retrouve aussi entre des agents pathogènes très différents. Et notamment, c'est ce qu'on a montré sur les vers intestinaux et le virus Pumala dont je vous parlais avant.
En fait, chez ce réservoir rongeur, on trouve plus souvent qu'attendu des individus qui ont à la fois des vers intestinaux et le virus que des individus qui n'ont que le virus. Et chez ces individus co-infectés, on voit que le nombre de vers intestinaux observés chez le rongeur est beaucoup plus fort que lorsque l'individu n'a que des vers intestinaux. Et ce qu'on a réussi à montrer, c'est que cette différence de sensibilité, en fait, elle est liée à la réponse immunitaire qui n'est pas la même pour une réponse à l'infection par des vers que par des parasites. Et en fait, quand l'une est activée, l'autre ne peut pas être activée. Et du coup, un rongeur qui va être infecté par des vers, il ne va pas être capable de répondre à une infection par des virus. Et donc, on va trouver plus souvent des individus qui vont être co-infectés par ces deux types de pathogènes. Donc, à nouveau, ces interactions entre des agents pathogènes, elles vont pouvoir influencer la présence d'un virus zoonotique, par exemple, dans les populations de rongeurs, et donc le risque zoonotique. Le dernier exemple, c'est sur l'hétérogénéité entre espèces de rongeurs, et peut-être ce dont vous avez entendu parler, c'est ce fameux effet dilution. Donc, ce qu'on étudie ici, c'est pour différentes espèces de rongeurs, combien de pathogènes zoonotiques on peut trouver dans chaque espèce. Et donc, au-dessus, vous avez les espèces qui portent beaucoup plus d'agents pathogènes, et en dessous, les espèces qui portent beaucoup moins d'agents pathogènes. Donc, on a certaines espèces qui sont des hyper réservoirs, qui peuvent avoir jusqu'à 7-8 agents de zoonose, et d'autres qui sont moins réservoirs. Et en fait, ce qui se passe dans la nature, c'est que quand on a une grande diversité de rongeurs présentes dans un écosystème, ces espèces de rongeurs, elles vont avoir des capacités à abriter des agents de zoonose, des compétences différentes. Et du coup, les espèces peu compétentes, ici, elles vont freiner la circulation des pathogènes. Donc peut-être qu'on aura plus de pathogènes différents parce qu'on a plus d'espèces de rongeurs, mais ils circuleront à très bas bruit. Alors que quand on a une perte de biodiversité, par exemple liée aux activités humaines, et ben là, il n'y a plus rien qui freine la circulation et la reproduction de l'agent pathogène. Et donc, on se retrouve avec un danger zoonotique beaucoup plus fort. Donc, la biodiversité, à gauche ici, elle joue un rôle de régulation de la transmission des agents infectieux. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Et donc, dans un projet européen que je porte actuellement, on étudie sur des gradients d'anthropisation forestiers comment ces activités humaines, elles entraînent des pertes de diversité de rongeurs, de diversité microbienne et de diversité génétique, et comment donc ces activités humaines augmentent le risque zoonotique. Et c'est des projets qui vont être élargis probablement bientôt, à nouveau avec des collaborations avec des équipes suédoises. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et s'il ne faut retenir que 4 idées de cette présentation, c'est l'importance de la faune sauvage dans les zoonoses, l'action de régulation du risque zoonotique par la biodiversité, la nécessité de prendre en compte plusieurs niveaux de diversité, et puis de comprendre les processus liés à ces liens biodiversité-santé à travers de l'écologie et de l'évolution. Je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie pour cet exposé vraiment très très intéressant. Nous passons maintenant à notre quatrième intervenant, qui est Madame Claire Caillol. Claire, vous êtes vétérinaire, éco-épidémiologiste et vous avez récemment travaillé en Suède, si je ne m'abuse, à l'université d'Umeå. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la teneur de vos travaux ? Excusez-moi, vous voyez bien mon écran et vous m'entendez correctement? Tout à fait, c'est parfait maintenant, merci. Merci. Merci pour l'invitation. Donc, en effet, je suis chercheuse actuellement basée à l'Institut Pierre Bright en Angleterre, mais la recherche que je vais vous présenter a été réalisée à l'Université de Jyväskylä en Finlande et à l'Université suédoise des sciences agricoles à Umeå. Donc, je vais vous parler d'histoire de zoonoses particulières et les acteurs de ces zoonoses, comme vous pouvez le voir ici, sont les élans qu'on peut rencontrer en Suède et en Finlande, les tiques, le chat domestique et aussi les campagnols qui sont très fréquents, très ubiquistes dans le nord de l'Europe, notamment le campagnol roussâtre. Alors, comme vous le savez déjà, à peu près 70%
des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale et majoritairement viennent des populations sauvages. Et plusieurs espèces peuvent être impliquées dans la transmission de pathogènes entre l'homme et l'animal. Il y a des espèces qu'on qualifie de réservoirs, celles qui portent les pathogènes et les font circuler en nature sans forcément montrer de symptômes, et d'autres peuvent être des vecteurs. On appelle en général les arthropodes, c'est-à-dire les insectes et les acariens qui piquent et qui transmettent des pathogènes d'un autre à l'autre, des vecteurs biologiques. Donc, il y a un petit contexte, il y a un petit schéma que je voulais vous montrer qui explique très bien les facteurs à prendre en compte pour comprendre l'occurrence d'une maladie dans une population ou dans un individu. Et les trois éléments de ce schéma sont l'hôte, bien sûr, l'individu qui va être malade, il peut être un animal, il peut être un animal sauvage, domestique, il peut être humain, l'environnement qui est fluctuant et la virulence du pathogène qui fluctue aussi en fonction du temps et de l'évolution du pathogène. Donc, quand on parle des hôtes, il faut se rappeler qu'on est dans un contexte d'épuisement de la biodiversité, donc les populations d'hôtes varient et changent. Et quand on parle d'environnement, on est aussi dans un grand contexte de fluctuation puisque le réchauffement climatique entraîne des variations environnementales notables. Alors, de quelle maladie je vais parler? On parle beaucoup de pandémie en ce moment. Moi, je vais parler plus d'endémie, de maladies qui circulent de façon endémique, c'est-à-dire avec une prévalence assez stable dans les populations, que cette prévalence soit faible ou élevée. Alors, les tiques, ici, vous voyez une carte qui vous montre l'évolution des populations de tiques entre les années 1980 et 1990 en Suède. Donc, je parle ici précisément de la tique du mouton, qu'on appelle Ixodes ricinus, qui voit son aire de répartition évoluer vers le nord et vers l'intérieur des terres. En Suède, en Finlande également, il y a une évolution vers le nord de la Finlande de ces populations de tiques. Le réchauffement climatique est en partie suspecté pour expliquer ces changements d'aire de répartition. Ces tiques, notamment la tique du mouton, est intéressante. On l'appelle la tique du mouton, mais elle a un spectre d'hôtes très, très varié. C'est une tique qui se nourrit de façon, qui est très éclectique dans ses choix d'hôtes et qui a trois stades de vie. Au stade larvaire, elle va plutôt s'alimenter sur des petits mammifères, des petits oiseaux. Au stade de nymphe, elle va s'alimenter sur des mammifères de taille intermédiaire et les adultes s'alimentent principalement sur des grands mammifères comme des cervidés. L'homme peut être piqué par des nymphes ou par des adultes, mais les nymphes sont petites et moins faciles à détecter. Donc, le problème principal pour l'homme est causé par les nymphes et ces nymphes vont s'infecter en faisant leur repas sanguin précédent sur des petits mammifères ou des petits oiseaux. On les considère, ces tiques, comme des boîtes de Pandore. Ici, vous voyez cette illustration qui est déjà un petit peu ancienne, mais qui vous montre à quel point les tiques sont considérées comme des vecteurs de plusieurs virus, bactéries et parasites, notamment la bactérie de la maladie de Lyme, Borrelia pseudomonas, ou d'autres virus comme le virus de l'encéphalite et d'autres bactéries comme responsables des babésioses ou des erlichioses chez les animaux domestiques, chez les humains. Donc, tous ces pathogènes circulent de façon très naturelle dans des cycles sauvages entre les tiques et les animaux sauvages qui sont infestés par ces tiques. Et les animaux domestiques et l'homme peuvent évidemment être touchés lorsqu'ils sont mordus par des tiques. Alors, je vais vous parler d'un résultat de recherche sur l'hétérogénéité spatiale des tiques en Finlande centrale, mené à l'université de Jyväskylä. Donc, nous avons suivi les populations de tiques aussi bien en nature, c'est-à-dire en végétation, que sur leurs autres rongeurs, puisque les larves de tiques s'alimentent préférentiellement sur les petits mammifères, dont les rongeurs. Donc, suivre les autres rongeurs permet d'avoir un petit peu la situation, de prévoir la situation pour les nymphes qui peuvent piquer les humains et avoir une idée du taux d'infestation de ces nymphes en ayant un temps d'avance.
Donc, nous avons cherché à comprendre si ces tiques, comment elles étaient réparties dans le milieu naturel et comment elles étaient liées, comment leur prévalence était liée à l'abondance en cours d'eau et à la densité humaine. Et nous avons trouvé que les sites urbains en Finlande centrale, les sites urbains avec une forte proportion de plans d'eau étaient les plus fréquemment parasités par les tiques. Nous avons compris que les conditions environnementales étaient probablement favorables puisque la température dans les forêts urbaines de Finlande centrale est plus importante que ce qu'on peut trouver dans les forêts plus rurales. L'humidité est aussi assurée par les plans d'eau dont on a parlé. Les jardins privés servent aussi de ressources pour les cervidés. Donc, il y a des cerfs qui peuvent venir s'alimenter et favoriser l'engorgement de tiques adultes. Et il y a quand même une diversité spécifique assez intéressante en petits mammifères, en oiseaux, dans ces forêts urbaines qui permettent aussi la prolifération des tiques. Donc, dans certaines régions, nous n'avons trouvé aucune tique dans les forêts rurales et une prévalence de tiques importante en forêt urbaine. Bon, il y a d'autres paramètres que nous n'avons pas pris en compte dans cette étude, bien sûr, comme la connectivité entre les forêts et le déplacement des animaux entre différents massifs forestiers. Donc, ensuite, je vais aussi vous parler un petit peu de ce dont Nathalie a parlé, de l'effet de dilution. Il est très important de prendre en compte la composition des communautés d'hôtes lorsque l'on parle de circulation de pathogènes dans le milieu sauvage. Particulièrement pour la maladie de Lyme, il a été montré que la présence d'espèces telles que le tamia, par exemple, qui permet l'amplification des tiques, mais qui ne permet pas l'amplification de la bactérie de la maladie de Lyme, permet en fait de diminuer la fréquence de l'infestation par les tiques chez un hôte qui, lui, propage la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Donc, l'effet de dilution a été montré avec cet exemple, notamment en Amérique du Nord. En Europe, les communautés d'hôtes sont un peu différentes. Donc, il y a encore de la recherche à faire pour établir vraiment si cet effet de dilution est bien présent pour la maladie de Lyme dans les écosystèmes nord-européens. Je vais aussi vous dire quelques mots sur les changements climatiques et l'encéphalite. Donc, le virus de l'encéphalite est aussi transmis donc, par les tiques dans l'Est et le Nord de l'Europe. On trouve aussi des cas d'encéphalite en France. Et on observe une augmentation des cas d'encéphalite en Suède depuis la moitié des années 80. Et cette augmentation serait liée à des hivers plus doux et à un printemps précoce qui favorise l'émergence plus précoce des tiques et qui favorise aussi l'émergence de deux formes de tiques qui s'alimentent en même temps et peuvent se transmettre le pathogène en s'alimentant en même temps sur les mêmes hôtes. Il se trouve que ces conditions climatiques entraînent aussi des populations humaines plus actives en extérieur et ont aussi un impact sur les populations animales d'hôtes. Donc, tout cela va entraîner une augmentation visible des cas d'encéphalite dans les régions en Suède, par exemple. Et pour finir, je vais vous parler de Toxoplasma gondii, qui est un parasite que nous avons étudié en Suède. Donc, Toxoplasma gondii, c'est un parasite très ubiquiste qui circule dans plusieurs espèces domestiques et sauvages, y compris l'homme. Les femmes enceintes y sont particulièrement sensibilisées puisque lorsque l'on contracte l'infection en cours de grossesse, il y a des risques de malformation fœtale ou d'avortement. Donc, les femmes enceintes sont très sensibilisées à ce pathogène. Il se trouve que plus de la moitié de la population humaine est sans doute porteuse de ce parasite et qu'il est généralement considéré comme asymptomatique chez l'humain, hormis chez la femme enceinte, chez qui il peut provoquer des problèmes durant la grossesse. Nous nous sommes intéressés à la circulation de ce parasite chez les élans du sud de la Suède et nous nous sommes demandé si les élans pouvaient être utilisés comme bio-indicateurs de la circulation de ce pathogène en nature, vu qu'ils ont une longévité assez intéressante, ils sont bien suivis en Suède et qu'ils ont un domaine vital très important. Ça permettrait de suivre la propagation de ce pathogène sur de longues
sur des domaines géographiques assez larges. Et nous avons trouvé que 44% des élans femelles du sud de la Suède sont séropositifs pour Toxoplasma. Les individus âgés sont plus susceptibles d'être Toxoplasma positifs. Et le parasite semble avoir un effet sur ces femelles puisqu'elles bougent moins que les individus non infectés. Et on a observé aussi des changements de comportement chez les individus infectés qui fréquentent plus les zones ouvertes, par exemple. Donc, nous sommes en train de travailler sur un manuscrit où nous préparons quelques conseils, notamment pour les chasseurs et les personnes qui consomment de la viande d'élan, en proposant que les chasseurs soient très prudents en manipulant la venaison et que les personnes qui consomment la viande d'élan la consomment toujours très cuite, puisque le parasite peut être transmis par la consommation de viande pas assez cuite. Voilà. J'espère que ces histoires de parasites vous ont intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté et voilà. Merci beaucoup Claire. Oui, en effet, c'était très intéressant et ça apportait des illustrations aux problèmes qui se trouvent de l'autre côté de la rue parfois. Voilà, donc c'était très intéressant. Merci beaucoup. Nos panélistes auront bientôt l'opportunité de répondre aux questions des participants. Pour ce faire, j'invite donc les participants à enregistrer, si je puis dire, leurs questions en cliquant sur l'onglet Q&A qui se trouve en bas de votre écran. Mais en attendant cette partie où donc nous aurons l'occasion de poser vos questions à nos différents panélistes, je vous propose de faire un petit intermède ludique qui va vous permettre de vous confronter à peut-être votre perception de ce problème des pandémies, des zoonoses, etc. et donc de voir dans quelle mesure vous avez une vision juste de l'étendue de ce problème. Nous allons afficher un certain nombre de questions. Voilà, elles apparaissent maintenant. Et donc, je vous invite donc à y répondre et nous découvrirons les bonnes réponses presque immédiatement. Je vous lis la première. Quelle est la proportion des maladies émergentes qui affectent les humains ou le bétail et qui proviennent de microbes présents dans les animaux sauvages? On parle donc de zoonoses. Est-ce que c'est moins de 30%? Est-ce que c'est environ 50% ou est-ce que c'est plus de 70%? C'est notre première question. Et la deuxième question, quelle proportion des pandémies sont des zoonoses? Est-ce que c'est environ 10%, environ 60% ou près de 100%? Voilà. Alors, nous avons les réponses. Je pense que à la première question, la bonne réponse était en effet plus de 70%. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les pourcentages de réponses, mais on avait donc 69% des participants qui avaient bien répondu à cette question. À la deuxième, en fait, non, la bonne réponse était près de 100%. Et là, on voit que voilà, peut-être que le sentiment commun et collectif c'était un peu trompé puisque seulement 23% des gens avaient choisi cette réponse qui était près de 100%. Nous passons maintenant à quelques autres questions. J'attends qu'elles s'affichent. Voilà la question suivante. Quelle est la proportion de maladies émergentes qui peuvent être directement attribuées au changement d'usage des terres dont on a parlé, premier facteur de perte de la biodiversité, que ce soit pour l'urbanisation, l'expansion et l'intensification agricole? Est-ce que c'est environ 5%, environ 30% ou environ 60%? Eh bien oui, c'était environ 30% et 53% des participants avaient donc trouvé la bonne réponse. Question suivante. Alors là, on passe sur l'échelon peut-être plus du commerce international des espèces sauvages. Quelle est la proportion d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce international? Est-ce que c'est 18% des espèces, 24% ou 86%? Et la deuxième question, quel est le volume financier de ce commerce? Est-ce que c'est 800 millions de dollars, 4 milliards de dollars ou 107 milliards de dollars?
à la première question, 75% des participants ont trouvé la bonne réponse, qui était 24%. Donc, presque une espèce sauvage sur 4 fait l'objet de ce commerce international. Très bonne réponse. Et disons d'extrême justesse, à la deuxième question, c'est encore la bonne réponse qui a été choisie par la foule des participants, 107 milliards de dollars, qui est un chiffre absolument énorme et qui en fait correspond au chiffre d'affaires combiné à la fois de Apple, Google, Facebook et Amazon réunis. Donc vous voyez, ça vous permet de comprendre l'ampleur économique de ce phénomène qui est absolument colossal. Nous avons encore quelques petites questions pour vous. Combien de nouveaux microbes ont été identifiés chez les humains au cours des 5 dernières années? Est-ce que c'est un peu plus de 30, un peu plus de 400 ou un peu plus de 2000? Alors, nous avons un ex-aequo pour la bonne réponse. En effet, donc c'était un peu plus de 400, 47% des personnes ont bien trouvé. Donc, un peu plus de 400 nouveaux microbes ont été répertoriés et identifiés au cours des 5 dernières années, notamment grâce à de nouvelles techniques d'investigation. On passe à nos 2 dernières questions. Combien de pandémies a-t-on connues au XXe et XXIe siècle? Est-ce que c'est 7, 10 ou 30? Et la bonne réponse était 7. 14% des personnes participantes avaient trouvé cette bonne réponse. 7, donc essentiellement 4 grippes, dont la grippe espagnole de triste mémoire, le sida également, le SARS et maintenant la Covid-19. Donc on a connu 7 pandémies au cours du XXe et du XXIe siècle. Et enfin, une dernière question. Quelle est la proportion des antimicrobiens utilisant des composants naturels? Est-ce que c'est 15, 32 ou 75%? La bonne réponse était 75%. 22% des participants ont trouvé la bonne réponse. Donc, c'est un nombre très, très important. En fait, je pense qu'il faut savoir que les antimicrobiens que les humains utilisent, en fait, sont bien souvent l'arsenal des micro-organismes dans la guerre permanente qu'ils se livrent les uns aux autres et que nous parvenons à identifier et ensuite à exploiter à notre bénéfice. Ce qui explique la raison pour laquelle 75% de toutes ces molécules qui sont utilisées proviennent en fait au départ d'une origine naturelle. Voilà, c'était notre petit test pour vous mettre un peu en face de vos idées préconçues peut-être sur la question. Je propose maintenant que nous passions aux questions qui s'adressent aux panélistes. Donc je vous répète, je vous invite donc à cliquer sur ce bouton Q&A qui se trouve en bas de l'écran. Voilà, peut-être dans l'attente que les plus timides parmi vous se jettent à l'eau pour écrire leurs questions. J'ai peut-être une première question que je pourrais adresser à différentes personnes, mais peut-être à Nathalie, puisque vous avez parlé de cet effet de dilution et notamment de facteurs coexistants qui pouvaient donc expliquer la contagiosité de tel ou tel pathogène sur place. Est-ce qu'il existe des approches stratégiques du management de la biodiversité qui essayent d'exploiter donc ces effets de dilution, etc. Est-ce que cette approche stratégique est mise en œuvre? Peut-être donc, je veux dire... Oui, alors c'est quelque chose dont on entend parler depuis...
Vous m'entendez? Oui, on a eu un petit laps de temps, donc j'ai voulu préciser, mais je vous en prie, je vous écoute. Oui, ça fait peut-être 5 ans, c'est assez récent, mais quand on entend parler de stratégie gagnant-gagnant entre biologie de la conservation et puis prévention du risque zoonotique, où effectivement, avant, on était plutôt dans il y a un danger, on l'élimine, et maintenant, c'est plutôt comment on le régule. Donc, retrouver ces fonctions de régulation qu'apporte la biodiversité, et notamment dans le projet Biodiversa que je vous ai cité dans ma présentation, c'est l'idée des modélisateurs. C'est de effectivement arriver à montrer par des systèmes de modélisation qu'est-ce que ça fait si on enlève une espèce, montrer que peut-être le phénomène va être pire que ce qu'on pensait faire, et qu'est-ce que ça fait au contraire si on arrive à protéger ou à essayer d'aider un peu des espèces dont les habitats ne sont pas géniaux et pourraient être améliorés pour qu'ils augmentent un peu en densité et que ces effets dilution puissent avoir lieu. Donc oui, il commence à y avoir des réconciliations, conservation et gestion du risque pour la santé publique ou vétérinaire. Merci beaucoup. Alors nous avons une nouvelle question qui a été donc posée utilisant l'outil Zoom. Existe-t-il des outils permettant de suivre l'état de santé de la faune sauvage? Alors je ne sais pas qui parmi vous souhaiterait répondre à cette question. Moi, je peux vous donner un élément. Je pense qu'il sera pas, il méritera d'être complété, mais je peux mentionner une organisation qui a été mise en avant dans le rapport IBES comme pouvant gagner à être mieux connue dans cette lutte contre l'émergence de pandémies. C'est l'Organisation mondiale des animaux. Alors, j'ai oublié l'acronyme exact. Organisation mondiale de la santé animale, c'est ça, OIE, qui est assez peu connue. Moi, j'avoue que je ne la connaissais pas du tout avant le rapport IBES. Elle a été établie en 1924 et son siège est à Paris. Et en fait, à la base, c'était un groupement d'États qui ont décidé de mettre en commun leurs connaissances sur les maladies émergentes, avant tout dans les cheptels, le bétail, et de mettre en place aussi des mécanismes de surveillance et de détection de l'émergence de ces maladies et des obligations d'information mutuelle entre les États pour pouvoir dire, là, j'ai ces cas-là qui se sont détectés dans cette zone-là, et ça avait des implications sur le commerce et la fréquentation des zones potentiellement contaminées. Et donc, il y a plus de 100 espèces aujourd'hui, en fait 117, pardon, non, pas des espèces, des maladies. Il y a 117 maladies en 2020 qui étaient suivies avec obligation de notification aux autres États de cette organisation. Et en fait, même si à l'origine, ils ont été créés en se focalisant sur les espèces domestiques, aujourd'hui, ils suivent de plus en plus les espèces sauvages. Je n'ai pas la proportion en tête, mais c'est clairement annoncé. Aujourd'hui, cette approche d'une santé unique, comme on l'a présenté tout à l'heure, c'est vraiment au cœur de leurs travaux. Et donc, il y a ces dispositifs-là. Mais voilà, là, je vous ai donné plus la dimension institutionnelle que vraiment les organismes et les laboratoires de suivi sur le terrain. Après, peut-être si je peux compléter, donc effectivement, il y a aussi des plateformes de surveillance, c'est-à-dire quand on a un animal décédé ou qui a l'air un peu dans un état pas très sain, on peut l'envoyer sur ces plateformes et pour qu'il y ait un diagnostic. Après, pour aller plus dans le détail, il y a des outils sérologiques ou moléculaires qui permettent de détecter les pathogènes qui sont à l'intérieur d'un animal, donc notamment de la faune sauvage, et on n'est plus obligé maintenant de cibler un pathogène particulier. On peut faire une détection qu'on appelle en aveugle, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les bactéries qu'il y a dedans, tous les virus qu'il y a dedans. Le problème, c'est que c'est impossible de suivre toute la faune sauvage avec ces outils tout le temps. Voilà, on peut faire du suivi sur des animaux morts, malades qu'on trouve, mais on ne peut pas imaginer avoir un système de surveillance. Ça doit faire partie, bien sûr, de la prévention, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est limiter l'exposition, en fait, et la dérégulation.
Justement, peut-être pour rebondir sur cette limitation de l'exposition dont vous parliez, c'est aussi une question. Je sais qu'Agnès a aussi mentionné les aspects de la chasse, etc. On a vu Nathalie, votre graphe où on voyait l'incidence de plus en plus croissante des épidémies au cours du temps. On pourrait penser que les activités de chasse, notamment, étaient plus répandu par le passé dans des sociétés parfois qui étaient moins industrialisées que maintenant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui contrebalanceraient le fait qu'on chasse moins maintenant et que pourtant il y ait plus d'épidémies qui émergent? Ou alors, voilà, est-ce que je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais résumer. Donc, en fait, vous avez mentionné comme facteur de risque le fait qu'on chasse. Mon sentiment intuitif, c'est qu'à l'échelle du monde, on chasse probablement moins que ce qu'on a pu chasser à travers l'histoire. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui expliquent que maintenant la chasse est devenue une activité plus risquée qu'auparavant ou pas? Je ne sais pas si la question s'adressait à moi ou plutôt à Claire ou Nathalie, mais sur la chasse, enfin, je pense que dans les pays d'Europe, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on a plus de mesures et de moyens aussi de travailler dans des conditions hygiéniques. Je n'ai pas détaillé, mais il y a des questions de chaîne du froid, d'hygiène des marchés aussi. Enfin, voilà, aujourd'hui, le gibier en Europe, il peut être sous vide, il est traité, enfin, des choses comme ça, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. En revanche, donc oui, voilà, pour moi, l'émergence, la croissance des émergences de zoonoses dans les pays européens notamment, ça ne va pas être tant lié que ça au contact direct, mais ça va être sur l'autre facteur, plutôt celui de dégradation des terres. Et je voudrais aussi peut-être souligner ici un point que je n'ai pas trop abordé, mais qui est sur tout ce qui est intensification, enfin l'élevage vraiment intensif, parce que ça veut dire que tout cet effet de diversité génétique qu'ont présenté Claire et Nathalie, en fait, c'est aussi un mécanisme qui a lieu dans les animaux domestiques. Et donc, quand on homogénéise au maximum ces poulets, ces porcs, ces vaches, parce qu'on veut optimiser certains traits de production et qu'on veut avoir une densité d'espèces très forte, enfin, pas une densité d'espèces, pardon, une densité d'individus, donc les élevages intensifs, etc., ça fait que la résistance naturelle de ces espèces face à des pathogènes est très très faible. Ils ont quasiment tous le même génome, etc. Donc un virus, un pathogène les atteint, il les atteint tous. Il n'y a plus cette construction de barrières naturelles. Et donc, bon, pour ça, on les traite massivement aux antibiotiques et ça crée d'autres problèmes de pollution et d'antibiorésistance. Donc voilà, pour moi, c'est plus ces aspects-là, on va dire, qui vont aujourd'hui expliquer aussi la circulation de virus en Europe, que ce soit le H1N1 qui est passé par la volaille. On parle beaucoup aussi de la fièvre porcine qui affecte les sangliers, mais qui est aussi liée aux élevages intensifs de porcs. D'accord, je vous remercie beaucoup pour les éclaircissements. Nous avons une question, je pense qu'elle sera la dernière de nos participants, qui est, au vu des chiffres sur la proportion de zoonoses, comment expliquer le peu d'actions politiques visant à juguler leur transmission? Est-ce une question d'argent ou plutôt de sensibilisation? Est-ce que... Je ne sais pas, je vous laisse libre du choix de la personne qui souhaite répondre. D'accord, je voudrais apporter, je dis mon point de vue sur cette question qui est très pertinente parce qu'on pourrait se demander, au vu des présentations très scientifiques, comme si on savait tout, mais pourquoi il n'y a pas d'action? Effectivement, entre le scientifique et le décideur, il y a ce que j'appelle... Il y a des bâtiments, il y a des canaux à établir, il y a justement ce que vous appelez la sensibilisation, il y a une prise de conscience, mais il y a aussi de l'action, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup d'implications économiques, il y a beaucoup d'implications
il y a beaucoup d'enjeux sur ces questions. Alors, avant d'aborder la question plus profondément, je voulais revenir sur un point en disant ceci. Au vu de toutes les présentations, pour moi, il est clair que l'origine anthropique, elle est réelle. Je dis, tous les pathogènes, toutes les épidémies ne sont pas forcément liées à une source humaine, mais la source humaine est très importante. Et ce que je voulais dire à ce propos, pour moi, il ne faut pas occulter en fait. Vous vous intéressez un peu à peut-être l'incidence de la chasse sur je dis, la circulation de ces pathogènes, mais il y a un risque qui est plus important aujourd'hui, c'est les risques liés au changement climatique. Même dans des zones où il n'y a pas de vie humaine, il y a la fonte des glaces. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les fonds des glaces, c'est beaucoup de risques. Il commence à y avoir dans certaines zones des épidémies, en fait, je dis des maladies qui circulent, qui n'étaient pas là avant. Le réchauffement, je dis le réchauffement, la fonte des glaces, et ainsi de suite. Et pour moi, un autre élément important, c'est de considérer que le problème au niveau des animaux, ce n'est pas que les animaux souffrent souvent des maladies, en fait. Certains animaux portent les virus, portent les pathogènes, mais sans en souffrir. En fait, le problème, c'est les atteintes qui sont portées par l'homme qui vont ensuite créer les conditions je ne sais pas comment on dit ça, de distribution ou de circulation de ces pathogènes-là. Et effectivement, il faut de l'action. Et cette action-là, aujourd'hui, dans le contexte de la COVID, les leçons que devrait tirer, c'est plus d'action. Non seulement que la science travaille à vulgariser son action auprès des décideurs, parce que très souvent, les décideurs qui sont dans les instances de prise de décision, si je prends les instances de décision qui concernent la biodiversité et le climat, nous sommes arrivés après 1992 à établir une distinction entre ce qu'on appelle préservation de la biodiversité et gestion durable des terres. Il y a des conventions qui font le travail de façon séparée. Et de l'autre côté, lutte contre les changements climatiques. Alors que la COVID-19 et toutes ces épidémies montrent aujourd'hui toute l'interaction, où je veux dire, le lien, l'unicité entre cette problématique, comment elle doit être abordée. Donc, je veux dire, effectivement, les décideurs doivent écouter la science, les décideurs doivent trouver les façons de réunir ces enjeux-là et de prendre des décisions dans le sens de faire en sorte que gérer durablement les terres, comme vous avez parlé justement des impacts, des changements, des affectations des terres, cette action-là va permettre de donner à la nature ses capacités, de permettre aux habitats de garder les habitats en l'état pour éviter donc que ces pathologies circulent. Lutter contre les changements climatiques de cette façon aussi permettrait justement de contribuer à la préservation de la biodiversité et de ce fait à renforcer le lien entre la santé et la biodiversité, donc pour que nous ayons dans ce monde une biodiversité qui permet à la communauté mondiale d'avoir une santé parfaite. Après, si je peux compléter, je pense que les politiques, enfin, en tout cas si on prend l'exemple de la France, ils sont élus pour 4 ans. Donc, ils ne vont pas forcément avoir envie dans leur programme d'investir l'argent qu'il faut pour faire de la prévention, parce que finalement, jusqu'à maintenant, le risque qu'il y ait une pandémie, il semblait limité. Et en tout cas, voilà, les épidémies semblaient, enfin, les zoonoses un peu graves comme le MERS, le SARS, Ebola, c'était loin de chez nous. Peut-être que maintenant, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de frontières et que très vite, en 1 semaine, 2 semaines, eh ben, on peut être touché par ces zoonoses qui émergent dans les pays tropicaux et à cause justement de tous ces transports de nourriture et autres, enfin, toute cette globalisation des transports. Et le fait d'avoir montré que la prévention, ça coûte 100 fois moins cher que, enfin, juste en termes d'argent, hein, sans parler de vie, mais ça coûte 100 fois moins cher que d'essayer ensuite d'enrayer une pandémie. Peut-être que ça va changer les choses. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en Asie, où justement il y avait eu des émergences qui ont fait très peur, les réflexes, la mise en place des processus qui permettent d'endiguer rapidement la maladie, ils étaient là. Donc, c'est des pays, je pense, qui ont appris de ces émergences et qui aujourd'hui ont les systèmes politiques qui permettent d'enrayer les maladies. Donc, j'espère qu'on apprendra de ces leçons. Pour compléter aussi également,
Je voulais juste mentionner que la plupart des pays européens disposent de laboratoires vétérinaires qui participent à la surveillance de la faune. En France, il y a aussi une unité sanitaire de la faune sauvage qui est gérée par l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, et qui recueille et fait des investigations sur les mortalités dans les populations sauvages au niveau national et dans les dom-toms. Donc, il y a des infrastructures en place. Après, est-ce qu'elles ont tous les fonds nécessaires pour poursuivre leur action? C'est une autre question. Mais il y a un maillage déjà au niveau national en place pour surveiller la faune et les événements de mortalité dans la faune sauvage. D'accord, je vous remercie. Et oui, espérons que la nécessité de construire une société et un monde qui soit plus résilient soit au moins une des leçons de cette crise et voilà, un des points positifs dans cet océan de noirceur. Voilà, je vous remercie en tout cas tous pour autant d'excellentes et très intéressantes présentations. Je souhaite aussi remercier tous les participants qui ont participé à cette journée de la francophonie et à cette très intéressante présentation. Je remercie également bien entendu tous les co-organisateurs de cet événement. Voilà, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour notre prochaine journée de la francophonie. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.